Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous démarrons aujourd'hui notre 6e Delville Academy. Alors certains d'entre vous nous suivent régulièrement, d'autres nous connaissent peut-être un petit peu moins. Donc quelques mots sur notre cabinet Delville Management. Donc cabinet de management de transition pure player, créé en 2010 par Patrick Abadi. Nous ne sommes pas loin de 60 collaborateurs avec une présence à Paris, à Lyon, à Lille, à Nantes, à Toulouse et à Munich. Nous avons impliqué en 2023 environ 250 managers en mission. Et nous avons un club de décideurs, le Club Delville, constitué d'experts qui viennent partager leurs expertises auprès de notre écosystème à travers donc la Delville Academy. Et nous avons le plaisir de recevoir ce matin Nicolas Tchernikov, avocat associé d'Erige et managing partner spécialiste en droit social. Nicolas va nous parler de maladie et de congés payés, donc la saga judiciaire depuis le 13 septembre. Quel risque pour l'entreprise? Donc pendant cette intervention, je vous propose de poser vos questions dans la partie Q&A en bas ou en haut de votre écran. Voilà, écoutez, bienvenue à tous et Nicolas, je te laisse la parole. Merci Delphine, bonjour à tous. Et donc, euh, quelques, quelques mots sur la saga des jurisprudences qui nous anime depuis le mois de septembre sur les congés payés et la maladie. Le sujet, c'est donc que la Cour de cassation a fait un revirement de jurisprudence. Elle décide désormais que les salariés acquièrent des congés payés pendant la maladie et il y a eu tout un tas de développements depuis cette décision jusqu'à ce jour et on en attend encore. Donc je vais vous présenter un peu toutes les décisions qui sont intervenues et puis essayer de donner un peu de lumière et d'éclairage sur les pistes qui s'offrent aux entreprises dans ce contexte. Alors, un petit rappel sur l'état du droit sur la question. Le principe, c'est qu'on acquiert des congés payés lorsque l'on travaille avec quelques règles exceptionnel d'assimilation à du temps de travail effectif. On acquiert des congés payés aussi pendant les congés payés eux-mêmes, pendant les jours liés au temps de travail, pendant les congés familiaux ou les congés de formation. Euh, et donc, jusqu'à présent, jusqu'à ce jour, le Code du travail français prévoit que pendant la maladie ou les arrêts de travail d'origine professionnelle, accident du travail ou maladie professionnelle, on continue à acquérir des congés payés pendant une durée d'un an, mais c'est évidemment une exception au principe que les congés payés ne s'acquièrent que avec le temps de travail effectif. En revanche, il résulte du Code du travail qu'au-delà d'un an pour les arrêts de travail d'origine professionnelle, on n'acquiert pas de congés payés et lorsque l'arrêt de travail n'a pas une origine professionnelle, il n'y a pas d'acquisition de congés payés. Donc c'est là-dessus que la Cour de cassation revient. Au niveau européen, il y a une directive de 2003 qui est interprétée de longue date comme ayant pour effet que le salarié doit continuer à acquérir des congés payés euh, d'au moins 4 semaines pendant les périodes d'arrêt de travail. Euh, c'est une directive et donc comme toute directive, elle n'a pas d'effet direct en droit français, si bien que les salariés ne pouvaient pas invoquer cette directive devant un juge français puisque le Code du travail faisait barrage, du moins pas les salariés du droit privé vis-à-vis de l'État. Donc les fonctionnaires pouvaient en revanche se prévaloir de cette directive. Euh, D'où le fait que la Cour de cassation est allée chercher, entre guillemets, le texte de la Charte des droits fondamentaux, qui est un texte qui date de 2000 et qui prévoit tout simplement un droit à une période annuelle de congés payés. C'est un texte qui, lui, a un effet direct en droit français, de sorte que la Cour de cassation a sorti de son chapeau ce texte-là pour lui donner un effet direct en droit français. La règle, donc, au niveau européen, c'est qu'il y a une garantie pour tous les salariés d'un minimum de 4 semaines de congés payés, sans qu'il y ait
l'obligation d'avoir effectivement travaillé pendant la période de référence, et donc sans différence entre les salariés qui sont au travail et ceux qui sont en maladie. Alors, donc précision de la Cour de justice de l'Union européenne, le droit au congé annuel payé ne peut être subordonné par un État membre à l'obligation d'avoir effectivement travaillé pendant la période de référence, à défaut de quoi il faut écarter les dispositions contraires du droit national. Et donc, c'est ce qu'a fait la Cour de cassation dans ses fameux arrêts du 13 septembre. Elle considère que le Code du travail est contraire au droit européen et que donc les salariés qui sont en arrêt maladie doivent continuer à acquérir des congés payés pendant la période de l'arrêt de travail, que ce soit un arrêt de travail qui est une origine professionnelle, donc qui est suite à un accident du travail, une maladie professionnelle, ou que ce soit un arrêt de travail d'origine non professionnelle. Alors, on est dans le vif du sujet, on a donc un revirement de jurisprudence chiffré par le MEDEF pour un coût de l'ordre de 2 à 3 milliards d'euros par an. Première question, évidemment, est-ce que c'est un revirement de jurisprudence qui a un effet rétroactif, autrement dit, qui s'applique pour les arrêts de travail du passé, hein, ceux qui ont eu lieu avant le 13 septembre? La réponse est oui. La jurisprudence de la Cour de cassation a un effet rétroactif puisqu'elle vient interpréter une règle de droit qui existe déjà, sachant que la Cour de cassation a la possibilité, théoriquement, de moduler les effets de la rétroactivité, donc de décider qu'une décision n'a d'effet que pour l'avenir. Elle avait la possibilité de le faire, elle ne l'a pas fait. Si bien que cette nouvelle règle d'acquisition de congés pendant la maladie s'applique pour tous les salariés dont le contrat de travail est en cours et est suspendu pendant un arrêt maladie, mais il s'applique aussi pour les salariés qui ont bénéficié d'un arrêt de travail par le passé, que leur contrat de travail soit en cours ou qu'ils aient déjà quitté l'entreprise. La question essentielle et pour laquelle on a encore un peu d'incertitude, c'est la question de la prescription, c'est-à-dire jusqu'à quand un salarié pourra aller réclamer des congés payés au titre des arrêts de travail qui se sont déroulés par le passé. Le principe, c'est que le point de départ de la prescription, c'est la fin de la période de prise des congés payés. On va voir après un petit schéma pour que ce soit un peu plus explicite, hein. Sauf si l'employeur n'a pas mis le salarié en mesure d'exercer effectivement son droit à congé. Ça, c'est une formule qui résulte justement des arrêts du 13 septembre, d'un des arrêts du 13 septembre. Le principe qui est dégagé par la Cour de cassation, c'est de dire pour que la prescription puisse courir et donc que ce droit à congé acquis pendant la maladie puisse disparaître, hein, il faut que l'employeur, à un moment donné, ait permis aux salariés de prendre ses congés payés. Or, par hypothèse, comme cette règle d'acquisition n'existait pas, on voit mal comment l'employeur aurait pu mettre le salarié en mesure de prendre ses congés, alors que, précisément, il ne lui a pas attribué ses congés au titre de la maladie. Si bien que, si on applique cette règle jusqu'au bout, ça veut dire qu'il n'y aurait pas de prescription pour ces fameux droits à congé acquis pendant la maladie. On va voir qu'il y a une première application de ces règles-là par des cours d'appel. Le principe, donc ça c'est la question du point de départ, mais évidemment, si la prescription n'a jamais commencé à courir, eh bien, il n'y a pas de prescription. Mais si on peut considérer qu'elle a commencé à courir, en principe, la prescription est de 3 ans précédant la réclamation ou la rupture du contrat de travail. La seule limite, et c'est une information qui vient du président de la Chambre sociale de la Cour de cassation, donc c'est plutôt une mauvaise nouvelle, on va dire, c'est que cette prescription, elle courrait à compter de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne qui a donné
force contraignante au fameux article 31 qui est à l'origine du revirement de la jurisprudence de la Cour de cassation, sur lequel la Cour de cassation s'est appuyée pour son revirement. Donc, si tant est qu'il n'y ait pas de départ de la prescription, la seule limite serait le 1er décembre 2009 avec l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne. On a donc des premières décisions de cours d'appel qui ont appliqué cette règle issue des arrêts du 13 septembre. C'est des décisions qui, en fait, ont été rendues dans des contentieux qui ont été introduits avant le 13 septembre, mais où, en cours de route, les salariés ont raccroché les wagons en présentant des demandes sur des arrêts de travail passés. Donc, quelques exemples, Cour d'appel de Paris, avec la question de la prescription. Donc, on avait des arrêts de travail d'origine non professionnelle, des arrêts de travail intermittents, et la Cour d'appel est remontée sur les 3 dernières années précédant la rupture, probablement pas plus, et c'est la même chose dans d'autres décisions, parce qu'au moment où la demande a été introduite, le salarié peut-être n'avait pas imaginé qu'il pouvait aller chercher plus loin que les 3 dernières années. En tout cas, on a un certain nombre de condamnations, Cour d'appel de Paris, Cour d'appel de Versailles, Cour d'appel de Reims qui s'est prononcée dans un contentieux où le salarié était toujours dans l'entreprise. Hein, et dans les autres cas, les salariés avaient quitté l'entreprise. Donc, pour un salarié qui est toujours dans l'entreprise, qui est en arrêt de travail, là, la Cour d'appel de Reims n'a appliqué aucune prescription. Elle est remontée, en tout cas, plus de 3 ans en arrière. Et ça se solde non pas par un versement d'une indemnité, mais par l'obligation pour l'employeur d'aller gonfler le crédit de congé payé du salarié, puisque lorsqu'un salarié est toujours dans l'entreprise, il ne peut pas demander le versement d'une indemnité compensatrice de congé payé tant que son contrat est toujours en cours. En revanche, on doit créditer son compteur de congé payé. Et puis, une décision qui a été rendue là, il y a quelques jours, de la Cour d'appel d'Angers, qui est remontée jusque en 2013, donc là encore, sans appliquer la prescription de 3 ans. Alors, précision, puisque à partir du moment où on se dit que le salarié acquiert des congés payés pendant la maladie et qu'il ne va pas pouvoir prendre ses congés tout de suite, puisque par hypothèse, il est en maladie, la question suivante, c'est la question du report des congés payés. C'est-à-dire que le salarié a donc un compteur qui est gonflé par l'acquisition de congés pendant la maladie et il va reporter ses congés d'exercice en exercice. Dans quelles limites? On a eu justement une décision de la Cour de justice sur ce point-là. Alors, petit rappel sur les règles en matière de congés payés, qui sont des règles qui datent un petit peu. Hein. On est plutôt sur l'entreprise industrielle du 19e siècle, les règles de congés payés, le congé principal pris pendant l'été au moment de la fermeture de l'usine. On a des règles qui datent un peu, qui ont été un peu modifiées à l'occasion des ordonnances Macron, qui ont permis une négociation sur le sujet. On verra que ça peut être utile. Et donc, pour mémoire, on a une période de référence pour l'acquisition des congés payés et une période de référence pour la prise du congé. Hein. Donc, acquisition des congés payés, elle se fait du 1er juin au 31 mai. 1er juin de l'année N au 31 mai de l'année N plus 1. Mais ça, ce sont des dispositions supplétives. Autrement dit, cette période de référence, on peut la modifier par accord collectif. Certaines entreprises le font, notamment pour caler l'acquisition de congés payés sur l'année civile, ce qui peut être pertinent, notamment quand on a des systèmes de forfait en jour ou d'annualisation avec des JRTT qui permettent du coup d'aligner toutes les règles d'acquisition de congés payés en général sur l'année civile. Et donc, la période de prise du congé principal, elle est au minimum du 1er mai au 31 octobre, donc en intégrant évidemment la période estivale. On a la possibilité de négocier sur ce sujet et de fixer une période de prise du congé principal
qui soit différente, sous réserve qu'elle intègre au moins la période de mai à octobre. Et donc, c'est fait par accord collectif ou par décision unilatérale de l'employeur après avis du CSE. Précision importante, donc, lorsque le salarié a été dans l'impossibilité de prendre ses congés payés parce qu'il était en arrêt de travail, que ce soit un arrêt de travail lié à une maladie, un accident de travail, une maladie professionnelle, il y a un report de ses congés payés. Avec donc possibilité de limiter ce report dans le temps. C'est une décision de la Cour de justice de l'Union européenne du mois de novembre qui a été saisie par le Conseil de prud'homme d'Agen pour répondre à deux questions. Première question, lorsque le droit national, et c'est le cas du droit français, ne réglemente pas la question du report des congés payés, est-ce que l'application d'un délai de report illimité serait contraire à la directive? Et puis, deuxième question, quelle est la durée de report raisonnable des congés payés? Réponse à la première question, l'objectif de la directive n'est pas de permettre un cumul illimité des congés payés. Et donc, le salarié qui a un compteur de congés payés ne peut pas conserver ce report indéfiniment, puisque l'objectif de ces règles, c'est de permettre aux salariés de se reposer et non pas d'acquérir de l'argent via son compteur de congés payés. Donc, l'objectif, c'est de se reposer, d'avoir une période de détente et de loisir. Donc, il doit prendre ses congés payés dans un délai raisonnable. Quel est ce délai raisonnable? Ce que dit la Cour de justice, c'est que ce n'est pas à elle de fixer cette durée. Ça doit être fait par le droit national, par une législation nationale ou par une pratique nationale, en veillant à ce que la durée maximale du report dépasse substantiellement la durée de la période de référence. Et donc, ça a une durée supérieure à 12 mois. Petite illustration après avec un schéma. Et donc, rappel sur ces règles de report. La jurisprudence française nous dit que lorsqu'il y a une limitation conventionnelle de la période de report, c'est-à-dire dans une convention collective, lorsque la convention collective prévoit une limitation du report, c'est effectif. On doit appliquer la règle. Lorsque, en revanche, il n'y a pas de limitation du report de congés payés dans les règles applicables, le Conseil d'État valide une durée de 15 mois, donc ça concerne uniquement les fonctionnaires. En revanche, la Cour de cassation dit que ce n'est pas à elle de fixer cette durée du report. Donc là, on a une sorte de vide juridique en France sur cette question du report. Et au niveau européen, la possibilité de créer une limite au report est validée et la Cour de justice a validé une limite à 15 mois dans un cas particulier qui concernait le droit allemand. En revanche, elle dit qu'à moins de 12 mois, ça n'est pas valable. Et puis, quand en revanche le droit national ne prévoit rien, elle considère qu'elle n'est pas compétente. Alors, petit schéma pour illustrer. Ça fait un peu mal aux yeux, il y a plein de couleurs. L'objectif, c'est donc de se repérer dans le temps avec des exercices, donc une période d'acquisition des congés payés du 1er juin au 31 mai. Donc là, vous avez sur cette première ligne les périodes d'acquisition de congés qui se succèdent. 1er juin N-1, 31 mai de l'année N, 1er juin de l'année N, 31 mai de N+1, etc. Et puis, on voit ici la période de prise des congés payés. Donc, j'acquiers des congés payés de N-1 jusqu'au 1er mai de l'année N, enfin jusqu'au 1er juin de l'année N, et je peux prendre ces congés payés à partir du 1er mai sur cet exercice-là. Si bien que les congés payés que j'ai acquis ici, je peux les prendre jusqu'au 1er mai de l'année N+1.
Et donc, c'est à partir de là que se pose la question du report éventuel de mon droit à congé payé. Si je n'ai pas pu prendre mes congés payés sur cette période-là, l'application de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne fait que je reporterai ces congés payés avec la possibilité éventuellement de limiter ce report au 31 juillet N+2. Hein. Donc, on voit que des congés payés que je commence à acquérir au 1er juin N-1, si je n'ai pas pu les prendre sur cette période d'acquisition, on pourrait imaginer une règle de report qui nous permette de solder le droit à congé payé au plus tard le 31 juillet, au plus tôt, pardon, le 31 juillet N+2. Expiration du droit au report des congés payés. Alors, j'ai mis un autre exemple ici, dans le cas où on a aligné la période d'acquisition sur l'année civile. Et donc, ça nous permet de voir que, en fait, je commence à acquérir une année et que ce droit à report, il expirerait 3 ans et 3 mois après. Donc, pour des congés payés que je commence à acquérir au 1er janvier N-1, la limite du report serait le 31 mars N+2. Donc, 3 exercices et 3 mois. Alors, toujours saga judiciaire qui se poursuit, puisque on a eu au mois de novembre la saisine du Conseil constitutionnel dans le cadre d'une question prioritaire de constitutionnalité, une QPC, qui vise à de nouveau trancher la question de la validité des règles du Code du travail qui limitent l'acquisition de congés payés, mais cette fois-ci en regardant si c'est ou non contraire à la Constitution. Donc c'est le Conseil constitutionnel, c'est une juridiction différente de la Cour de cassation et de la Cour de justice qui va se prononcer sur des règles, sur des fondements différents, qui va probablement, sans surprise, conduire à considérer que les dispositions du Code du travail sont inconstitutionnelles, comme l'a fait la Cour de cassation. On attend une décision la semaine prochaine. L'intérêt de cette décision, ça pourrait être éventuellement de reporter les effets de la décision dans le temps pour laisser le temps aux législateurs de modifier le Code du travail et peut-être, du coup, d'intervenir sur la question de la prescription. Voilà, donc suite de la saga la semaine prochaine avec une décision qui devrait faire un peu de bruit. Qu'est-ce qu'on attend finalement des pouvoirs publics? Qu'est-ce qu'on peut attendre des pouvoirs publics? Qu'est-ce qu'on peut attendre aujourd'hui comme évolution sur la question? Maintenant que je vous ai dressé un tableau assez noir finalement. Du côté de la jurisprudence, on pourrait imaginer une limitation de la rétroactivité du revirement de jurisprudence. Ça n'a pas été utilisé par la Cour de cassation. Ça pourrait l'être par le Conseil constitutionnel. Et on pourrait avoir aussi une limitation de la règle d'acquisition des congés payés au congé principal, c'est-à-dire aux 4 semaines de congés payés. Mais là aussi, la Cour de cassation n'a pas limité aux 4 semaines. Elle considère que l'acquisition de congés payés se fait sur 5 semaines. Ce que l'on attend du gouvernement, qui a fait quelques annonces sur le sujet, j'y reviens après, c'est 2 choses éventuellement. La limitation du droit au report des congés payés acquis pendant la maladie. Donc, c'est cette fameuse règle de report qu'on vient de voir avec une limite un plancher plutôt à 15 mois. Donc, il pourrait y avoir une règle qui viendrait dans le Code du travail nous dire les congés payés peuvent être reportés dans une certaine limite, avec éventuellement possibilité de négocier sur le sujet, par accord d'entreprise, par accord de branche. On pourrait avoir aussi une limitation à 4 semaines du droit à congé payé acquis pendant la maladie, donc hors 5e semaine et hors congé payé conventionnel. Et surtout, ce qui serait vraiment intéressant, ce serait d'avoir des précisions sur la prescription applicable avec
peut-être une limitation de la rétroactivité. Voilà, donc c'est ça qu'on attend des pouvoirs publics et qui laisserait peut-être un peu de marge aussi aux partenaires sociaux, au niveau des branches ou au niveau des entreprises, pour négocier sur le sujet. Qu'est-ce que peut faire l'employeur dans ce contexte-là? Déjà, aller regarder la convention collective certaines conventions collectives prévoient un report, une limite au report des congés payés. C'est le cas de la métallurgie qui, sur tout un tas de sujets, est en avance euh, par rapport à d'autres branches. C'est le cas aussi, par exemple, de la convention collective des professions réglementées auprès des juridictions. Et puis, ce dont on parle aussi, c'est la possibilité pour l'employeur d'agir en responsabilité contre l'État. Pourquoi? Parce que l'État est en faute sur ce dossier. L'État devait transposer la directive et prévoir l'acquisition de congés payés. La Cour de cassation, depuis une dizaine d'années, je crois, rappelait dans son rapport annuel qu'il fallait une transposition de la directive et il fallait introduire cette règle dans le Code du travail. L'État ne l'a pas fait et l'État a déjà été condamné par la Cour administrative d'appel de Versailles à payer des dommages et intérêts à des syndicats pour non-transposition de la directive. Donc, il y a une vraie question sur euh, des actions en cascade contre l'État de la part d'employeurs qui seraient eux-mêmes condamnés à des rappels d'indemnités de congés payés, à des salariés qui ont été malades, euh, et que l'État étant responsable finalement de cette condamnation pour n'avoir pas introduit la règle dans le Code du travail. Alors, des annonces des pouvoirs publics, il y a eu effectivement au mois de novembre des annonces d'Elisabeth Borne, première ministre à l'époque, qui s'était engagée à mettre en conformité le droit français au cours du premier trimestre 2024 et à réduire au maximum l'impact de la décision pour les entreprises. Elle s'est engagée à ce qu'il n'y ait pas de surtransposition de la directive. Bon, on ne sait pas trop ce que ça veut dire surtransposition, mais on imagine que c'est ne pas lui donner plus d'effet que ce qui est déjà prévu et qui est assez douloureux. Olivier Véran avait précisé que le gouvernement cherchait le bon véhicule législatif et donc il avait évoqué deux possibilités. Il y a un projet de loi qui est en cours d'adoption, projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne, puisque c'est bien ça dont il s'agit, hein, c'est du droit de l'Union européenne, une loi dite DADU, qui a été adoptée en première lecture au Sénat en décembre, qui pour l'instant ne comporte pas de règles sur ce sujet, mais il pourrait y avoir un amendement introduit en cours de navette législative. Et puis, on sait qu'on attend cette année aussi un projet de loi sur le pacte de la vie au travail, qui est prévu pour l'été 2024, et il pourrait aussi y avoir euh, un article sur le sujet. Au mois de janvier, Olivier Dussopt, avant de quitter le ministère du Travail, avait réaffirmé qu'en lien avec les partenaires sociaux, le ministère du Travail examine les conditions d'une mise en conformité de notre droit national en veillant à ce que celle-ci permette de sécuriser l'entreprise dans des conditions les plus satisfaisantes possibles. Et Catherine Vautrin a également fait une petite mention sur le sujet. En tout cas, on sait que le ministère du Travail est sur le coup et qui réfléchissent à la question. Bon, la question, c'est donc sur quoi ils vont intervenir, la question du report, la question des 4 semaines et cette question de la prescription qui, d'un point de vue technique, est plus compliquée. Alors, je vais essayer de vous donner quelques clés, quelques recommandations pratico-pratiques sur comment avancer sur le sujet dans vos entreprises. Euh, première recommandation, c'est celle de réaliser un audit. Alors, audit plus ou moins formel, mais l'idée est déjà d'essayer d'évaluer le risque et l'impact financier de cette règle dans votre entreprise. La première chose, c'est de vérifier si on n'a pas déjà le bénéfice
ou en tout cas, on n'a pas des règles conventionnelles qui viendraient, d'une part, fixer une limitation du droit au report, mais d'autre part, peut-être qui imposaient déjà l'acquisition de congés payés pendant tout ou partie des arrêts maladie. Certaines conventions collectives le prévoient, si bien que pour certaines entreprises, l'impact est mineur, puisqu'il y avait déjà une règle d'acquisition de congés payés, du moins pendant une partie des arrêts maladie. Et puis ensuite, il s'agit de comptabiliser le nombre de salariés éligibles à une régularisation. Ça dépend évidemment de la volumétrie des arrêts de travail dans votre entreprise, du turnover. Euh, bon, il s'agit d'essayer de remonter sur quelques années en arrière. On n'a pas forcément tout l'historique sur les 10 dernières années, mais bon, au minimum remonter sur les 3 dernières années pour avoir une petite idée de notre risque principal, on va dire. Donc l'idée, c'est de chiffrer euh, le nombre maximal de congés payés à régulariser pour les salariés en poste, provisionner le montant correspondant pour les salariés en poste. Il n'y a pas tellement de doute sur le fait qu'on va devoir régulariser la situation. Chiffrer aussi la régularisation pour les salariés qui ont quitté l'entreprise et qui auraient eu des arrêts de travail par le passé. Ensuite, on va essayer de définir une stratégie. Alors, définir une stratégie, on va voir quelles sont les possibilités. Petit rappel, donc pour les salariés qui sont en activité, on n'est pas dans une situation où on va décaisser immédiatement une indemnité de congé payé, mais on va devoir créditer des congés payés sur le compteur des salariés. Alors, rapidement quand même sur ce tableau, l'idée est de voir quelles sont les différentes options face à cette situation. Euh, on en a identifié 3: régulariser spontanément, attendre des réclamations et proposer des transactions ciblées. Régulariser spontanément, donc c'est créditer tous les congés payés des salariés qui ont eu des arrêts maladie par le passé. L'avantage, c'est que on éteint tous les litiges. L'inconvénient, c'est que ça coûte cher. Et la recommandation, c'est ne le faire que finalement si l'impact pour vous est limité. Attendre des réclamations, l'idée, c'est on ne paye que si on est attaqué finalement, euh, en appréciant au cas par cas l'utilité de transiger éventuellement. L'avantage, c'est que précisément, on va étaler dans le temps l'impact financier et limiter les régularisations au seul cas où on est attaqué. Qui plus est, on pourra toujours se défendre avec des arguments dont on sait que probablement il ne va pas grand-chose compte tenu de la position de la Cour de cassation, mais ça se tente. L'inconvénient, c'est que on risque d'avoir une multiplication de contentieux avec les coûts associés, évidemment les frais d'avocat qui vont avec, mais aussi des potentiels dommages et intérêts et éventuellement des dommages collatéraux de tensions sociales si on a beaucoup de salariés concernés. Donc la recommandation, c'est plutôt de réserver ça aux premières réclamations si on veut véritablement faire trancher ça judiciairement. Il y a quand même une incertitude sur la question de la prescription. Donc, des entreprises qui ont des enjeux forts sur la prescription, c'est-à-dire des salariés qui pourraient remonter sur des périodes antérieures assez importantes, là, il y a un intérêt à aller au contentieux là-dessus. Parce que sur la prescription, il y a encore éventuellement de la lumière. Dernière stratégie, c'est proposer des transactions ciblées après avoir fait un audit pour déterminer une enveloppe de négociation. Ça permet donc d'éviter de faire face à de nombreux contentieux, d'éteindre les contentieux en question, éviter d'avoir des provisions à ce titre. Avec quand même un inconvénient qui est l'incertitude sur la validité de ces transactions, puisque si on paye ce que l'on doit finalement au terme de cette jurisprudence, la transaction emporte pas de concession réelle de la part de l'entreprise et donc elle pourrait être remise en question.
la recommandation, c'est de privilégier cette solution, la privilégier quand même, je dirais, quand on a choisi cette voie-là, parce qu'il y a quand même un faible risque que le salarié agisse en nullité de sa transaction, ce qui devrait l'amener à rembourser ce qu'il a reçu. Alors, notre recommandation à nous face à toutes ces options, c'est une recommandation un peu médiane, on va dire, c'est-à-dire pour les salariés qui sont en poste, une régularisation spontanée, accorder, créditer les congés payés, mettre les salariés en mesure de prendre leurs congés, les informer de leur droit à congé, hein, c'est-à-dire les mettre en mesure de prendre ces congés payés. On a vu que c'est la condition pour que les salariés, enfin pour que la prescription commence à courir. Et pour le passé, alors les salariés en poste, on attend des réclamations, on propose des régularisations ciblées pour régulariser les périodes d'acquisition en cours, avec évidemment vérification de ce que prévoit la convention collective, et, appliquer une règle de report euh, dans l'attente d'une clarification par les pouvoirs publics. Surtout, donc, ne pas verser d'indemnité compensatrice pour les salariés en poste, puisque, encore une fois, le salarié en poste a droit à des congés payés qui viennent gonfler son compteur, il n'a pas le droit à une indemnité. Pour les anciens salariés, on attend des réclamations, on propose des réclamations, des transactions ciblées, et on essaye de limiter les régularisations aux 3 dernières années, qui est une règle de prescription dont, encore une fois, on ne sait pas si elle s'appliquera ou pas, mais au moins c'est une voie médiane qui peut justifier une transaction et qui donne aussi un intérêt à la transaction pour l'entreprise, puisque elle évite une condamnation potentielle à des montants plus importants si les juges étaient amenés à remonter plus en arrière. Le risque, bon, si on ne régularise pas, et simplement pour que on soit bien informé, c'est qu'on ait des salariés qui nous attaquent en référé pour rectifier leur solde de congés payés, qui demandent éventuellement des astreintes, voire qui demandent des dommages et intérêts au fond du fait de ne pas avoir pu prendre leur congés payés. Et puis, pour les salariés qui ont quitté l'entreprise en contrat de travail rompu, l'indemnisation des congés non pris et là aussi des éventuels dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. Mais encore faut-il que le salarié démontre un préjudice. Alors, en attendant qu'on ait une intervention du législateur sur la question, je vous propose un texte de réponse à des salariés qui viendraient faire des réclamations. Madame, Monsieur, nous faisons suite à vos réclamations concernant le paiement des congés payés ou la prise de congés payés que vous estimez vous êtes dû à la suite des décisions de la Cour de cassation rendues le 13 septembre 2023. Si nous prenons bonne note de votre demande et du contenu des décisions judiciaires en cause, nous sommes pour l'instant contraints de repousser toute démarche éventuelle de régularisation sur ce point. D'une part, la Cour de cassation a transmis au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité à ce sujet, dont l'éventuelle déclaration de non-conformité devrait contraindre le législateur à intervenir. D'autre part, et en tout état de cause, conformément aux déclarations du porte-parole du gouvernement du 15 novembre dernier, une intervention législative doit intervenir à ce sujet dès lors que le bon véhicule législatif aura été trouvé. Dans cette période d'incertitude, nous ne pouvons donc que suspendre toute initiative relative au paiement ou à la prise des congés payés, des congés en cause, afin que la situation soit définitivement clarifiée, eu égard de surcroît aux enjeux financiers très conséquents pour notre société. Nous vous remercions par exemple de votre compréhension et de votre patience, etc. Voilà. Bon, l'idée, c'est qu'actuellement, il y a certains syndicats qui font un peu le pendant, c'est-à-dire qui font circuler des modèles de courrier pour que les salariés s'adressent à leur employeur en réclamant les congés payés sur la maladie. On a là une réponse qui est un peu technique et qui a juste pour objet de faire patienter le salarié en invoquant la situation actuelle qui quand même est un imbroglio juridique. Alors il faudra l'adapter évidemment quand on aura eu la décision du Conseil constitutionnel et quand on aura eu une intervention du législateur
eh bien, on ne pourra plus faire cette réponse-là, mais on aura des règles nouvelles applicables. Voilà, l'idée, c'est un message d'attente. Alors, j'arrive au terme de mon intervention et on va pouvoir répondre aux questions. Une petite ouverture pour terminer sur l'intérêt que peut avoir la négociation d'un accord collectif dans l'entreprise sur le sujet des congés payés. Je l'ai dit tout à l'heure, le Code du travail prévoit un champ de négociation collective en matière de congés payés. Donc, il y a matière à adapter les règles applicables en matière de congés payés dans l'entreprise sur la période d'acquisition des congés payés, sur la période de prise. Et l'intérêt de négocier sur le sujet, c'est aussi un intérêt pédagogique, c'est rappeler aux salariés quelles sont les règles applicables, au-delà de les assouplir. C'est rappeler que les congés payés doivent être pris dans une certaine limite, et donc on va aussi euh, intervenir sur cette question de la limite du report des congés payés, rappeler aussi des règles qui existent néanmoins. Le salarié qui ne prend pas ses congés payés, si ça n'est pas lié à la maladie, si ça n'est pas lié à la faute de l'employeur, eh bien, il va finir par perdre ses congés payés. Et donc, le fait de rappeler toutes ces règles-là dans un accord collectif va permettre de sécuriser l'entreprise, de rendre ces règles opposables aux salariés et au final, peut-être de limiter l'impact futur du revirement de jurisprudence. Voilà. J'ai terminé mon intervention. On peut prendre des questions. C'est un sujet très compliqué, donc j'ai bien conscience que c'est difficile à absorber et à intégrer, surtout euh, à 9 heures du matin. Voilà. Merci beaucoup, Nicolas. Alors effectivement, on a quelques questions. La première étant, est-ce que par accord d'entreprise, on pourrait limiter le nombre de congés payés acquis en maladie ainsi que la période maximum de report? Alors, limiter le nombre de congés payés acquis en maladie, a priori, non. Euh, Là, c'est précisément sur ce sujet qu'on attend une intervention du législateur. Euh, et on espère, enfin, la seule possibilité qu'il y ait, c'est éventuellement de limiter cette acquisition à 4 semaines. Mais non, par accord collectif, on ne pourra pas le faire. Sur la question du report, là aussi, on attend une intervention du législateur annoncée sur ce sujet-là. Et le législateur va probablement faire comme il le fait maintenant sur toutes les règles du Code du travail, c'est-à-dire prévoir une règle d'ordre public et puis prévoir la possibilité de l'adapter par accord d'entreprise. Donc oui, ce sera certainement possible de limiter la période de report. Euh, En attendant d'avoir cette règle-là, quelle est la recommandation? Moi, je pense que euh, ça coûte rien probablement de tenter notre chance et d'intégrer dans un accord d'entreprise une limite au report, en ayant en tête évidemment que ce qui a été validé au niveau européen, c'est une limite de 15 mois, 15 mois après la période de prise, et donc il ne faut pas prévoir moins que ça, puisque ça risquerait d'être invalidé. D'accord, merci beaucoup, Nicolas. Autre question, une personne nous dit, bonjour, ayant bénéficié d'une rupture conventionnelle le 1er juillet 2023, j'ai perdu de nombreux congés car non pris depuis 2021, c'est-à-dire 49 jours, et en arrêt depuis décembre 2021 jusqu'au 1er juillet 2023. J'étais en CDI de droit public. Puis-je faire une réclamation? Merci de votre réponse. Alors, je ne sais pas trop ce que c'est un CDI de droit public, peut-être un CDI avec c'est-à-dire un CDI relevant du droit du travail avec un établissement public. Et donc, est-ce que vous pouvez faire une réclamation? Oui, vous pouvez faire une réclamation, d'autant que on serait a priori peut-être sur une partie, au moins sur une partie de la période, on serait dans la limite de la prescription des 3 ans. Donc, oui, certainement, un conseil de prud'homme vous donnera raison. Maintenant, si c'est un établissement public, ce sera peut-être une juridiction administrative, mais qui devrait vous donner raison aussi, puisque de toute façon, les règles
européennes sont opposables directement à l'État français. Très bien. Alors, c'était les seules deux questions que nous avions. Est-ce qu'éventuellement d'autres questions arriveraient maintenant? Je n'ai pas la sensation, donc je vais repasser la parole à Delphine. Merci beaucoup, Nicolas. Mais écoute, oui, merci beaucoup Nicolas de ton intervention. Alors je sais pas, peut-être une conclusion et j'imagine que certains te solliciteront aussi peut-être sur LinkedIn pour te poser des questions qui pourraient leur venir à l'esprit plus tard. Voilà, bah écoute, si tu souhaites conclure. Alors, je pense qu'on va suivre l'actualité. Mm. Décision du Conseil constitutionnel la semaine prochaine, qui est très attendue. Et encore une fois, l'intérêt de cette décision, ça pourrait être de limiter la rétroactivité. Si je veux terminer sur une note positive, euh, c'est là-dessus que on peut attendre de la lumière. Décision du Conseil constitutionnel à surveiller. Autre point à surveiller, donc intervention de législateurs dans les mois qui viennent. Et puis, pour les entreprises qui ont des NAO, peut-être envisager dans le cadre de ces NAO euh, de négocier sur le sujet. Et je pense qu'il y a une stratégie à imaginer sans aller très loin. Une fois qu'on a fait un mini audit, envisager quelques régularisations, ce qui est une preuve de la bonne volonté de l'employeur. Si on a un coût qui est limité, on pourrait en contrepartie aller dans un accord collectif, fixer des règles, limitation du report, clarification des règles, et donc pour remettre un peu les choses à plat en matière de congés payés, c'est de façon générale mon conseil sur le sujet. Alors, il y a une question qui vient de nous parvenir. Comment formaliser la possibilité de prendre les congés aux salariés? Comment formaliser la possibilité de prendre les congés? Auprès Euh, du salarié. d'accord. Alors, les règles en matière de congés payés, c'est qu'il y a une consultation du CSE. Si vous avez un CSE, il y a une consultation annuelle, 2 mois avant l'ouverture de la période de congés payés, sur l'ordre des départs en congé. Et donc, par ce biais-là, il y a une communication qui est faite au CSE, qui établit un procès-verbal, qui est communiqué, et c'est l'occasion de diffuser une note de service aux salariés sur un rappel des congés payés. Donc ça c'est une première chose. Je dirais qu'il y a cette consultation annuelle du CSE qui nous donne un prétexte pour diffuser une note de salarié. Et puis encore une fois, la négociation d'un accord collectif sur le sujet peut aussi être l'occasion de diffuser une note aux salariés sur le rappel de toutes les règles applicables. Euh, Maintenant, on peut aussi le faire spontanément et sans saisir l'occasion de la consultation du CSE ou de la négociation sur le sujet. Vous êtes l'employeur, vous rédigez une note de service euh, sur une page avec le rappel des règles applicables en matière de congés payés. Et c'est diffusé par tout moyen, affiché, envoyé par email, par courrier, joint au bulletin de paye, enfin voilà, comme vous voulez. Nathalie, si tu veux. Oui, je prends le relais sur la question qui vient d'arriver également. Euh, alors, on nous demande si vous pourrez nous tenir au courant de cette décision du Conseil constitutionnel qui doit arriver dans quelques jours. Et sinon, on vous félicite de cette intervention qui était très claire pour un sujet très technique. Bah écoutez, c'est gentil. C'est pas facile, effectivement, mais si vous avez compris, tant mieux. Moi, je suis pas sûr d'avoir tout bien compris. En tout cas, c'est vraiment un sujet complexe sur lequel il reste beaucoup de questions, notamment sur le sujet de la prescription. Et je vois que on demande mes coordonnées, il n'y a pas de problème. Vous pourrez les avoir par le biais de Delphine ou Nathalie. Absolument. Mais écoute, alors certains nous ont posé la question en préambule de recevoir la présentation.
Oui, Alors, on aura la possibilité de voir cette présentation en replay. Et donc, je vous propose de nous suivre sur LinkedIn, donc notre page Delphine Management, sur laquelle nous annoncerons donc la sortie de cette présentation en replay. Donc, merci infiniment de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous donc le 8 février pour notre septième Delville Academy. Cette fois, nous serons avec Marc Tertrais, expert en commerce international et en droit douanier. Il abordera le thème de la bonne gouvernance douanière des flux internationaux. Donc, en attendant, je vous souhaite une très belle fin de semaine et donc je vous dis à très bientôt et merci infiniment, Nicolas, pour ta présentation tout à fait claire et intéressante. bonne journée Merci à à tous. tous. Merci à tous. À très bientôt. Au revoir.